Bonjour Johann Sfar. Bonjour. Merci d'être ici. Bienvenue à Nancy. Vous connaissez très bien notre ville. Vous êtes déjà venu de nombreuses fois signé, aussi bien pour la bande dessinée que pour des récits plus intimes. Et c'était le cas il y a quelques années. Je prends juste quelques minutes la parole pour vous expliquer les raisons de cette soirée et pour vous raconter ce que vous allez entendre et voir. La raison de la venue de Johann Sfar et la raison de mon appel à Johann Sfar il y a quelques mois, c'est parce que le Chat du Rabbin fête cette année ses 20 ans. Chose Sans connaître Johann Sfar, je lui ai envoyé, vous savez, comme on peut faire via, je ne sais plus, Instagram ou autre, un message. Est-ce que vous viendriez faire la clôture à Nancy pour fêter les 20 ans du Chat du Rabbin? Et je n'ai pas été surprise parce que je vous imaginais plutôt généreux et très réactif. Et vous m'avez répondu vraiment très rapidement oui. Bah oui, parce que ça fait envie. Et puis, contrairement aux guitaristes, on travaille beaucoup seuls, les dessinateurs. Donc, les rares fois où on a l'occasion de gribouiller devant. Parce qu'à l'école, en général, quand on fait ça, on se fait gronder. Là, je suis au stade où, quand je gribouille, on m'applaudit, donc je ne vais pas me gêner. Et la deuxième raison pour laquelle vous avez dit oui, c'est que il y a dans quelques semaines une actualité et une nouvelle bande dessinée de Johann Sfar qui sera quelque chose de très intime aussi, qui reviendra sur son adolescence. Et on a espéré au départ avancer la sortie de cette bande dessinée, mais ça n'a pas été faisable pour des raisons d'édition et je le comprends. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Et j'ai du coup proposé à Johann non pas de faire une lecture autour du Chat du Rabbin, mais plutôt de faire une lecture autour de textes qui racontaient peut-être le pourquoi du Chat du Rabbin et le pourquoi du dessin chez Johann Sfar. Ce qui fait qu'on a, vous allez entendre ce soir, des extraits de 2 récits de Johann Sfar, dont un que j'avais beaucoup aimé, qui est Comment tu parles de ton père, qui raconte, je crois, les raisons du dessin, les raisons de la personnalité de Johann Sfar aussi, les tourments de Johann Sfar, tous liés et à la religion juive, et au père, au grand-père, à la mère, etc. Est-ce que je peux le dire comme ça vous va, Johann Sfar? Oui, oui, vous avez fait un travail remarquable, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher dans 2 de mes romans les passages les plus intimes et que j'oserais jamais, moi, dire à haute voix. Voilà. Donc, et vous avez fait quelque chose de très cohérent et de très que j'aurais pas su faire moi-même. Et je suis ravi que ce ne soit pas moi qui les lise aujourd'hui parce que j'en aurais été bien incapable. Alors, la jeune femme qui va lire les textes un peu intimes, et on a choisi aussi, peut-être pour vous dire en 2 mots aussi, que ce soit une femme, pour des raisons d'étrangeté. C'est ça que vous avez dit, Oui, d'étrangeté. oui, oui. Moi, je crois que la vérité et le quotidien sont 2 choses très éloignées. Et si un roman présente un intérêt, c'est que sans le faire exprès, il va toucher à quelque chose dans quoi tout le monde peut se reconnaître. Et c'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, qui vient lire aujourd'hui, parce qu'on a une histoire artistique ensemble qui a été très importante, en tout cas pour moi. Et je suis ravi qu'elle soit là. Et puis, bien sûr, vous avez vu que ça aurait dû être Laure Calamy pour des raisons professionnelles et personnelles, ça a été annulé. Mais effectivement, la boucle est bouclée parce que la jeune femme actrice qui va lire ce soir s'appelle Afza Herzi. Elle a joué, entre autres, dans La Graine et le Mulet de Keshish. Et surtout, 2 choses. C'est elle qui a fait la voix de Zlabia dans Le Chat du Rabbin de Johann Sfar en 2011. Et en plus de ça, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Elle ne vit pas très loin de Nancy, à quelques C'est minutes seulement. c'est plus qu'une voix. Pour ce dessin animé, on a travaillé avec des comédiens, comme pour du théâtre vivant. Et donc, on a filmé les comédiens, c'est-à-dire Afsia, c'est-à-dire Félag, c'est-à-dire François Morel. Et c'est un souvenir bouleversant pour moi, ce tournage. Donc, je suis très ému et très reconnaissant que Afsia soit là ce soir. On est tous très émus. Vous entendrez aussi de la musique parce que grâce à l'Opéra national de Lorraine, et d'ailleurs j'en profite pour remercier Mathieu Doussouillet qui nous accueille chaque année, Marie Lambert qui est une violoniste à l'orchestre de l'Opéra, pardon, a accepté de jouer une musique importante pour vous. Oui, c'est très touchant parce qu'elle va tourner autour, elle va inventer des airs à partir des mélodies inventées par Olivier Daviau pour le dessin animé du Chat du Rabbin. Et je l'ai entendu répéter, c'est très très beau. Ça veut dire qu'il y a tout Johann Sfar, tout l'univers de Johann Sfar est ici à l'Opéra national de Lorraine. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. J'ai un peu le trac, mais c'est pas grave. Je vais gribouiller tremblant comme d'habitude et vous ferez semblant de ne pas avoir vu.
Joanne, je vous invite à aller vous installer à votre table de dessin et je vous demande d'accueillir Hafsa Herzi, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Ça fait 3 semaines que papa est mort. Ça me fait un bien fou d'être à Villefranche et de ne pas penser à lui. Pour qu'il n'y ait pas le moindre suspense, je vous dis tout de suite qu'il est mort dans mes bras. On se relayait avec ma sœur. On avait peur que ça arrive sans nous. Elle et moi avions loupé ces moments pour tous nos morts d'avant. On est spécialiste en agonie, en soins palliatifs, en veillée funèbre. Oui. Pardon. Bah, c'est la page 1. Pardon. Désolée. Non, j'ai pas le bon texte. Non. C'est pas une blague. Il y a un souci de texte. Ah. Tu veux que je te lise le début, mais je peux pas lire. Ouais, sinon je prends ton texte. Non, parce que le début, il y a des filles toutes nues, alors j'aimais bien ça. Ah oui, c'est pour ça que ça allait pas. Ok. Bah sinon on échange. Non. Ah non, parce que tu as besoin. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous donner le bon texte? Non, surtout que j'ai plusieurs copies et c'est le même texte et c'est celui que j'ai reçu. Je sais pas, ouais. Je suis désolée. Non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Tu sais quoi, je vais improviser. T'as tout ça, parce que c'est le passage marrant, après on pleure, je préfère qu'on commence par le passage. C'est à ça, à partir de là on se retrouve. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais, effectivement, j'avais pas je suis désolée. J'avais pas la bonne place. Ok. C'est bon? Je n'y vois plus rien, ni de près, ni quand j'allonge le bras. Ça va m'aider pour justifier que les enfants n'ont pas fait leur devoir de vacances. Ça m'a pris en arrivant en Crète. Je me suis relâchée. 1 mois après son départ, j'arrive chez les polythéistes et mes yeux ne suivent plus. Il y a 8 jours, ça allait, à l'abri du petit restaurant de Villefranche-sur-Mer avec mon équipe de cinéma. Pleine nuit et tous ensemble à rire. Ils ne savaient pas ce que me faisait de revenir sur cette plage pour du cinoche. On buvait du très mauvais rosé. On parlait objectivement des plages de mon enfance. Combien y mettre de figurants? Dans quel axe placer la caméra? Est-ce qu'on peut y faire entrer un camion? Ma professeure de français de 3e est passée par hasard et m'a reconnue. Merci madame, vous m'avez fait voir mon premier curosao. Joanne, j'ai vu ta maman hier. Mais non, vous avez dû voir la maman de Sandrine, mon épouse, d'ailleurs. On s'est séparés depuis près d'1 an, mais toute mon équipe de cinoche est là. Alors je vais plutôt fermer ma gueule. N'ajoutez pas ce que vous avez aussi vu, mon papa, ou bien je déballe tout. Elle est partie. Elle a vieilli. Moi aussi, sans doute. La nuit est tombée. La petite pizzeria s'est remplie de grandes jolies filles, riches, avec parfois des maris. Moi, je pense à ma fiancée. Il y a une pluie complètement impossible. Mon chef décorateur partageait mon point de vue. Dieu, sur la côte d'Azur, il en fait trop. Une petite rampe à eau près des bâches du Trastevere aurait suffi. Mais non. Il a balancé en 1 demi-heure et sur un coin du port de Plaisance, autant d'eau qu'en 6 mois sur Paris. Je pense à mon papa. Une grande blonde se lève. Elle est avec un couple comme elle, 3 géants du nord de l'Europe.
Elle nous a regardés pendant tout le repas pour la simple raison qu'on est des garçons et que son ami est en couple. Elle se lève, regarde la pluie et rit. Après avoir vérifié qu'on l'a revue, elle fait valser son chemisier et sa jupe. L'assistance est médusée. Plus une fourchette ne teinte. Marilyn Chambers, il faut bien lui donner un nom, enfonce son petit linge dans un sac Birkin. On voit le râble de ce grand lapin blond lorsqu'il se baisse. Elle est en culotte et soutif. Elle hurle joyeusement et part en courant sous l'averse. On rit. Dolph tombe le polo. Sa poupée retire à son tour tous ses habits, sauf une culotte. Et les Vikings s'en vont en criant. La pluie redouble, on n'en revient pas. Je n'ai pas pensé à mon père pendant 30 secondes. Je me rappelle qu'on allait dans ce restaurant quand j'étais enfant. On mangeait de la petite friture avec de l'anisette. Il me racontait son métier d'avocat. En cas de crime passionnel, j'ai toujours obtenu l'acquittement. C'était même devenu ma spécialité. Si tu assassinais ton épouse, je te sortirai de tôle. La pluie redouble. Une Anglaise interminable et trop bien habillée hésite à quitter le restaurant. Une bonne moitié de mon équipe la trouve plus jolie que le des blondes précédemment enfuies. J'entends des remarques au sujet de ses dents. Je comprends. Je ne pense plus à papa. Elle a peur de l'eau et trépigne pollument sur ses loups-boutins. Je vous signale que ma fiancée est plus jolie. L'Anglaise possède un époux levantin, très chic. Petite barbe à la Tariq Ramadan, costume de joueur de poker. Il court sous la pluie. Tout le restaurant applaudit. Elle attend, très fière d'avoir ce sultan-là. Il revient en bagnole. Il freine juste devant le restaurant. Elle n'a que 2 mètres à parcourir sous la pluie battante avant de le retrouver. On la trouve classe. On l'admire. Un Arabe, c'est presque aussi bien qu'un Mexicain. Elle plonge sous l'eau avec l'assurance de Lois Lane, qui sait qu'elle peut compter sur Superman. Elle secoue la poignée. Dodi Al-Fayed a oublié de débloquer la porte. Le temps qu'il ouvre, Xaviera Hollander est toute mouillée. Ça lui va bien. On rit. Elle aussi. Ça fait 3 semaines que papa est mort. Ça me fait un bien fou d'être à Villefranche et de ne pas penser à lui. Pour qu'il n'y ait pas le moindre suspense, je vous dis tout de suite qu'il est mort dans mes bras. On se relayait avec ma sœur. On avait peur que ça arrive sans nous. Elle et moi avions loupé ces moments pour tous nos morts d'avant. On est spécialistes en agonie, en soins palliatifs, en veillées funèbres et en eau gélifiée, quand tout est foutu et qu'on ne déglutit même plus. On sait comme personne visser et porter les cercueils, balancer la terre et embrasser les fronts froids. On sait glisser la pièce aux dames qui effectuent la toilette funèbre et qui disent « Mais non, non, ne me donnez rien, je fais ça pour son âme ». Je connaissais les derniers mots de mon grand-père chéri. Quand Dieu vous aime, il ne vous fait pas ça. Je connaissais depuis l'âge de 3 ans et demi les mensonges des grandes personnes. Ta maman est partie en voyage, mais il a fallu attendre 42 ans et demi pour que j'assiste à ça. Je connais les cadavres. J'en ai desséqué à l'hôpital Pasteur. Je connais les os. Aux Beaux-Arts, on n'allait jamais loin sans brandir un fémur ou un maxillaire. Mais
je n'avais jamais vu une âme quitter un corps, voyant comme elle s'est dévouée aux cheveux de papa. J'ai failli présenter des excuses à ma sœur chérie pour avoir eu à sa place l'étrange privilège de voir mon père mourir dans mes bras. Au CM2, j'ai souhaité faire plaisir à mon père en tombant amoureux d'une juive. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts. Il n'y en avait qu'une dans l'école, et Dieu, pour m'éprouver, l'avait affublée d'un nez rébarbatif. Je savais que c'était important pour mon père. Quand j'avais 5 ans, il voulait déménager car j'étais trop copain avec la voisine catholique. Il s'était dit par acquis de conscience qu'on allait faire nos valises et partir en Israël pour éviter cette mésalliance. Alors, je savais que si je déconnais, je risquais de me retrouver en Israël, ces pays sans librairie de bande dessinée. Donc, j'aimais par obligation filiale une petite fille juive. Mon pépé Arthur trouvait ça bizarre. Il ne savait plus comment me dire qu'il y en avait des mieux. J'insistais. J'essayais de réconcilier pépé Arthur et mon père autour de la petite fille au gros nez. Je m'étais mis en tête de tomber amoureux d'une juive, que ça devait être un processus un peu douloureux, comme apprendre des psaumes ou se faire circoncire une seconde fois. Ainsi, au lieu de l'embrasser dans les chiottes de l'école en partageant une clope au menthol, ai-je eu l'initiative de lui offrir un bijou. Un éléphant de jade, pas sorti de Pif Gadget, mais pas loin. Pépé Arthur a mis des gants de velours, s'est muni du colifier et m'a accompagné chez la jeune fille. Son père tenait un bistrot, très bas de gamme au port de Nice. C'était un séfarade old school, avec casquette sur oreille, mégots et matraque en air de bœuf sur le bureau. Lorsque mon grand-père lui a demandé le droit de s'entretenir avec la gamine, j'ai cru qu'il allait tuer Pépé. Je me souviendrai de sa gueule toute ma vie. Pépé a toujours suscité cela chez les brutes, l'incompréhension absolue. Malheureusement, le type n'a pas dit non. Il a fait siffler sa dent creuse et a dit « Voyez cela avec ma femme ». On a donc eu le droit de passer un après-midi avec la gamine. On s'est fait chier. Elle avait apporté son petit frère qui a expliqué qu'un juif doit faire polytechnique. Pépé les a ramenés. Je lui ai dit que les juifs, c'était fini. J'adorais mon grand-père au-delà de tout. Sans lui, je serais notaire à Nice. À 3 ans et demi, je savais déjà très bien qu'il y avait peu de choses aussi graves sur cette planète que de manger du cochon. J'ai vu une petite fille de 3 ans et demi il y a 8 jours pour le casting de mon film. C'est tout petit. On a du mal à deviner, depuis nos hauteurs d'adultes, ce qu'on comprend à cet âge-là. Je me rappelle qu'on m'avait confié quelques jours au Fulconi, les parents de ma baby-sitter. Maman est morte à la montagne. Ils habitaient le village d'en dessous. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas pourquoi on m'avait laissé plusieurs jours chez ces gens. Moi, j'étais très bien. Françoise, ma baby-sitter, me lisait Tintin au Congo. Plus tard, elle s'est mariée. C'est inexcusable. Moi, je voulais faire ma vie avec elle. Je suis un homme à qui on dit toujours non. Je mangeais chez les Fulconi et papa est venu me chercher. Il a froncé les sourcils en découvrant mon assiette dans laquelle gisaient plusieurs tranches de jambon à demi grignotées. Autant l'avouer, grignotées par moi.
Et je savais très bien que c'était interdit. Je ne pensais juste pas que mon père reviendrait à ce moment-là. Papa m'a regardée, puis il n'a absolument rien dit au sujet du jambon. Alors j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. 2 ans plus tard, parce que ça le démolissait de m'entendre nuit et jour demander quand ma mère reviendrait de son voyage, mon grand-père Arthur a brisé le dictat paternel. Il m'a pris sur ses genoux et m'a dit la vérité. Elle est morte. Ce jour-là, il m'a donné la parole. J'ai cessé d'être un chat domestique. J'ai su où j'étais. Et le visage de mon grand-père à cet instant-là, je m'en souviens pour toujours. On l'aime un siècle après sa mort, l'homme qui vous dit vrai. Et celui qui par amour vous cache un morceau du monde, je veux dire papa, on l'aime tout autant. Mais on met 42 ans à comprendre combien il avait peur et combien c'est lui qui redoutait les mots. C'est toi que j'aurais dû prendre dans mes bras, cher papa. J'avais les bras trop petits. Je ne comprenais pas que tu voulais que je te rassure sur la suite des événements. Je n'ai jamais su si tu avais de la colère contre Dieu ou contre moi. Je ne me souviens que du goût du jambon. Le reste provient des récits de mon père. C'est pas moi qui l'ai tué, ta mère. Ces mots sont revenus à plusieurs reprises lors de mon enfance, quand il considérait que je faisais trop de problèmes. Sans doute, ce n'est pas à cause de moi, mais si je n'avais pas été là, sa mort se serait déroulée de façon plus convenable. Mon père possédait 2 appartements situés au premier étage et au dernier d'un immeuble de la montagne. Mes parents étaient avec moi pour les vacances d'hiver. D'ordinaire, je dormais au dernier étage avec une dame qui me gardait. Et papa était en dessous avec maman. Cette nuit-là, la garde d'enfants leur a fait fourbeau. Ta mère, pour la première fois, m'a fait l'amour comme une femme. Je ne comprendrai jamais le sens de cette phrase. C'est comme les lampes de poche dans le vagin. La sexualité des êtres humains est un mystère. Je ne veux pas faire de confidence, j'ai peu d'expérience. Mais pour moi, faire l'amour, c'est se serrer l'un contre l'autre et se dire qu'on s'aime. Il n'y avait qu'un témoin, c'était mon papa. Je dois donc m'en tenir à son récit des faits. Je ne sais pas pourquoi il m'a toujours fait des confidences sur sa vie amoureuse. Comment, pourquoi, quand, j'ai toujours tout su. Quand j'ai eu 12 ans, une de ses maîtresses me prenait en bikini sur ses genoux pour me lire des bandes dessinées pornographiques. Elle me faisait plein de compliments, et sur mes dessins, et sur l'œuvre de Manara. Puis, la nuit, je l'entendais qui baisait avec papa de l'autre côté de la cloison. C'est le moment où je dessine des chats. Il y a 3 semaines, j'ai présenté ma fiancée à mes enfants. Je n'ai jamais été aussi timide, elle non plus. On avait l'air de 2 communiants. Lorsque j'ai dit à Sandrina que j'avais une fiancée, elle m'a fait remarquer que j'étais comme mon père, comme un homme égocentrique des générations précédentes. J'imposerai à mes enfants le théâtre de ma sexualité. J'espère que non. Tout a changé. C'est un autre monde où aujourd'hui encore les grandes personnes montrent tout aux enfants sans se douter qu'un jour ils seront écrivains. Pardon d'être précis, mais j'ai pratiqué assez d'autopsies pour appeler les choses par leur nom. J'ai vu la chatte de toutes les copines de mon père. Donc, maman avait fait l'amour comme une femme, et c'est pas tout. Elle avait enfin, selon papa, accepté d'avoir un autre enfant. Est-ce qu'en faisant l'amour à une femme, on peut la secouer assez fort pour qu'elle en meure ? Est-ce que les spasmes ou le cerveau agité dans le crâne peuvent provoquer une rupture de vaisseau sanguin ?
Je ne sais pas si mon papa s'est jamais posé cette question. Je sais que dans son récit, il a quitté maman cette nuit-là en étant le plus heureux des hommes. Et elle aussi. Elle aimait follement. C'est pour de vrai. Je veux dire, ils étaient le couple idéal. Elle, enfant surdouée, bardée de diplômes, championne de natation, montant à cheval et chantant des chansons. 2 disques de variété à son actif. Et le titre envié de Mademoiselle Âge tendre. Des photos avec Claude François, la plus jolie fille de Metz, et papa, Don Draper. Je le jure, ils étaient heureux, parce que j'ai trouvé des cassettes où ils me font chanter quand j'étais tout petit. Papa au piano, et elle qui chante avec moi et m'appelle, mon petit ananas. À la fin, ils oublient le magnétophone allumé, et j'ai droit à une demi-heure de leur vie. Un couple heureux. Enfin, après qu'elle lui ait fait l'amour comme une femme et qu'elle eût accepté que j'ai eu un petit frère ou une petite sœur, maman était un peu fatiguée. Elle a dit à papa que je ne devais pas rester seule pendant qu'il faisait l'amour, comme des femmes adultes. Moi, j'étais tout seul, 3 étages au-dessus. Je comprends, il faut bien vivre. Et puis, si on s'aime. Je jure, aucun sarcasme dans mes mots. Je passe ma vie à tenter de comprendre mes semblables. Donc papa ne peut pas me laisser seule toute la nuit. Il est obligé d'aller dormir avec moi en haut pendant que maman se repose de son mal de tête. Le matin, il ne la voit pas revenir. Il descend la chercher et la trouve morte. Je ne sais pas si mon papa m'en a voulu. Je ne sais pas s'il s'est jamais dit que si je n'avais pas été là, il aurait pu sauver maman. Je ne sais même pas ce que moi j'éprouve sur tout ça. Deux ans après, au cours préparatoire, je ne suis plus la même personne. J'ai appris qu'il existe des gens qui sont payés pour fabriquer des bandes dessinées. À profession envisagée quand tu seras grand, j'ai répondu « dessinateur ». Par acquis de conscience, je garde tout de même pompier ou ambulancier à cause de la sirène. À profession de la mère, dorénavant, je sais qu'il faut écrire « décédé ». Ils sont cons. Qu'ils t'imposent un Père Noël alors qu'il y a un Youpin, un Bico dans la classe, ça ne me gêne pas. Saïd et moi, on sait de quoi il retourne. On aimerait bien avoir la même bite que les autres, ce qui éviterait d'interminables conversations au pissoir. Et on peut le tourner comme on veut. Des religions sans Noël, s'il est permis de les oublier pendant les heures de classe, ni les musulmans, ni les juifs ne vont s'en plaindre. En revanche, au sujet des orphelins, il me semble qu'il y a des progrès à faire. Je veux dire, au sujet du bien-être de chacun. Je n'ai pas le droit d'être dispensée de cadeaux de fête des mères. Je fais des cadeaux pour la copine de papa. Ça ne me dérange pas. Je l'aime bien. Je voudrais juste qu'on cesse de rappeler à tout bout de champ qu'il existe des mamans. Tous les soirs, bordel. Tous les soirs, au lieu de dire « c'est la fin des classes », cette conne de maîtresse d'école répète « rassemblez-vous, c'est l'heure des mamans ». Je ne sais pas. Je me donne trop d'importance sans doute, mais je m'imagine enseignant, avec 32 petits gosses dans ma classe, autant que de dents dans une bouche. Je me doute bien qu'il doit manquer quelques mères là-dedans. Sinon, pourquoi on fait remplir une fiche en début d'année ? Moi, comme maîtresse d'école, j'éviterai de trop insister avec l'heure des mamans. Je ne sais pas comment fonctionnent mes attachements. La psychanalyse, et c'est tant mieux, se montre singulièrement mutique sur mon cas. Qu'en est-il de la constitution d'un modèle féminin chez l'orphelin de mère ?
Comment va-t-il bâtir son Oedipe, son anima? Quelle place la morbidité va-t-elle occuper dans son développement? Aura-t-il plusieurs fois par jour envie de se faire sauter le caisson? Non, non, juste un peu de temps en temps, comme tout le monde. Mais il mange bien, il rigole, il veut qu'on le traite comme les autres enfants. Problème, 40 ans après, il continue de raconter que sa maman est morte. La préoccupation de mon père au sujet de mon équilibre psychique consistait à se désoler que je tienne mal mon stylo. J'ai voulu un chien, on m'a dit non. J'ai voulu un chat, pareil. J'ai eu droit à un poisson, mais il est mort d'anémie. On s'énervait au sujet du stylo, et aussi parce que je dessinais trop. Je tiens mon stylo de la même façon qu'il y a 40 ans, et je continuais de dessiner trop pour combler le vide théorique et par manque de chien fidèle. J'ai constaté que l'on m'aimait lorsque je racontais des histoires, et aussi quand je dessine. Tu fais une princesse, on te dit « Oh, la jolie princesse !» Alors, tu passes ta vie à refaire des princesses pour avoir des compliments. Si à 43 ans et quelqu'un te passe derrière le dos et te dit « Tu es encore à dessiner des princesses ?» Et si tu réponds « Oui », sinon même plus, tu es moi. Non, je m'en sors, mais un peu seulement. Il me semble que si chaque jour je n'ai pas écrit ou dessiné un nombre précis de pages, en écriture 17, en dessin 3 à 5, on va me couper la tête. Pardon, je suis sérieux. Pompeusement, j'ai appelé ça le complexe de Scheherazade. Si tu ne lui racontes pas une histoire qui lui plaît, le sultan va te tuer. Moi, si je veux être honnête, j'ai une colère que je ne sais pas contre qui diriger, puisque papa n'y est pour rien, puisque papa a fait ce qu'il a pu et que Dieu n'existe pas. Mais il y a le dessin. J'ai peur de dessiner des femmes, parce que j'ai peur qu'elles disparaissent. Il m'a fallu trouver un enseignement plus fort que la Bible, qui rende le dessin licite. Si le dessin reste interdit dans un coin de ma tête, c'est parce que j'ai peur de causer la mort de mon modèle en faisant son portrait. L'un des seuls souvenirs que j'ai de ma mère, c'est une couverture rouge, pleine d'animaux ronds et blancs. Je les trouvais tristes, ces bestioles, et je les avais coloriées au feutre. J'avais aussi colorié les touches en ivoire du petit Pleyel de ma grand-mère, mais c'est une autre histoire. J'étais un colorieur. Je me rappelle ma maman pliée en deux au-dessus de la baignoire. Elle pleurait. Je ne sais pas si c'était des larmes sincères ou si elle avait pour but de m'expliquer à quel point c'était dur de nettoyer mes couleurs. Elle y allait à grande eau, sur cette couverture d'enfant. Son corps n'était pas vraiment fabriqué pour les travaux ménagers. C'était une mademoiselle âge tendre, aux attaches fines, aux grandes cils et dont le visage s'empourprait facilement. Je me souviens aussi qu'elle avait pleuré lors de mon premier jour de maternelle. Pour que les gosses ne gueulent plus après les parents qui les abandonnaient là, la maîtresse avait fermé les volets de bois de l'école. Ça la fout mal de ne se souvenir que des larmes de ma maman. Je suis vraiment ingrat. Je ne me souviens pas de ma grand-mère paternelle en larmes. Elle se marrait sans cesse. Lorsqu'elle racontait une blague, elle explosait de rire avant la fin, et il fallait inventer la chute, car elle ne retrouvait jamais son souffle. Je crois que pour le coup, des touches de piano, elle avait rigolé aussi. C'étaient les mêmes feutres. Ma grand-mère avait des pieds de vieille dame. À part ça, elle était extrêmement belle.
Quand elle était enfant, on la traitait à coups de fer à repasser. On lui brûlait son unique poupée. Son père avait pris feu lors du nettoyage de la Pâque et son mari était mort à cause d'une chute en gymnastique. Elle avait perdu 3 de ses 5 enfants. Et chaque matin, avant de sortir de son lit, je le sais car je jouais par terre, elle laissait ses pieds en lévitation au-dessus de ses mules dorées et là, elle gémissait. « Ah, maman !» Je trouvais bizarre qu'une dame aussi vieille se rappelle sa maman qui était pourtant morte dans son enfance. Je me disais que moi non plus, je n'arriverais jamais à me débarrasser de mon deuil. Un jour, elle avait interrompu mes dessins animés parce qu'il y avait la signature de la paix entre les Juifs et les Arabes. C'est dire si malgré tout ce qu'elle avait vécu, il lui restait de l'espoir à ma grand-mère. Je me rappelle ce jour où elle m'avait fait louper Scooby-Doo et Hong Fu Fu et sans doute Capitaine Caverne pour voir Anwar El Sadat signer un papier avec Menahem Begin. À l'époque, je savais déjà que ça ne valait pas le coup d'interrompre les programmes pour la jeunesse. On n'a pas le droit de mettre sur une tombe juive la photo du défunt, car on le figerait dans un moment de sa vie, et cela abîmerait la mémoire qu'on veut avoir de lui. Ils sont pénibles, les Juifs, à se méfier des images. Je n'ai jamais dessiné ma grand-mère lorsqu'elle était belle. Je me rappelle tout d'elle, y compris sa voix. J'ai fait des portraits d'elle au moment de son agonie, car le trou à la place de sa bouche, c'était trop. Le dessin, c'était pour supporter. Jamais je n'ai tenté non plus de dessiner ma mère. Lorsque j'ai inventé Liliane dans La fille du professeur, c'était parce que je n'étais pas le dessinateur. Quand un de mes personnages s'est appelé Liu, presque comme elle, Lilou, je me suis arrangée pour que ce soit une fille en bois, perdue sous des feuilles. On ne voit jamais bien qui se trouve derrière. Je ne suis pas le chat du rabbin, et ni ma mère, ni ma grand-mère ne sont Zlabia. Mais lorsque le chat va dans les bras de sa maîtresse, c'est de cette relation qu'il est question. Ce que je veux raconter, c'est qu'un chat ne convole pas avec une humaine, ne l'épouse pas. Je dis chat, entendez dessinateur. J'évoque ce réconfort du dessin, au moment où l'on ressent la caresse de son modèle, même s'il est loin ou mort, on l'aime en son absence. Je dessine plusieurs zlabiyas. On vient toujours me dire que ce n'est pas comme ça. J'ai eu des zlabiyas arabes et récemment une zlabiya juive. Ça n'a aucune importance. Elles ont en commun la lèvre supérieure qui reste généreuse dans le sourire. La définition de zlabiya tient là-dessus. Certaines personnes voient leur bouche se rétrécir lorsqu'elles sourient. C'est logique. Des lèvres, c'est comme une tranche de calamar frit qui, en se distendant, devient plus mince. Voilà où réside Dieu, dans cet épaississement de la bouche de certaines filles juives et de certaines filles arabes lorsqu'elles rient. Ça veut dire « mange, il y en a encore ». Je ne sais pas si ma mère avait ça, pas plus que ma grand-mère, mais zlabiya, oui. Quand tu es zlabiya, tu t'accroches la tignasse derrière les escourdes parce que ça ne te dérange pas d'avoir un peu d'abondance, un peu d'ascendance d'un beau. Tu réussis le prodige d'en avoir dans les mollets et de garder les chevilles assez fines pour y mettre des bracelets. Et tu ris comme ma grand-mère. Comment on fait prendre toute cette mosaïque et en faire un seul dessin? Je casse le miroir et je dessine chaque éclat. Et la zlabiya de mes pensées, je tourne autour. Je vole des morceaux de vie à plein de personnes différentes. Tu sais quoi? J'utilise même des morceaux de citoyens de sexe masculin. Je suis vraiment le silence des agneaux. Je me fais une fausse peau.
J'interprète ce personnage afin qu'il ne me quitte pas, et je plonge dans la confusion que procure le dessin, tout ce qui est interdit en somme. Que d'années perdues à tenter de prouver qu'en termes monothéistes, le dessin est licite. J'en ai fait mon mémoire de maîtrise de philosophie, le complexe de Golem ou le peintre juif face à la figure humaine. Tu parles, c'est interdit, oui. La maman de Chagall prenait ses toiles, les lavait à grande eau et nettoyait le sol avec. Le fils du boucher de Minsk ont défoncé la tête de Soutine parce qu'il avait osé faire le portrait de leur papa. Il s'en foutait, Soutine. Il leur a fait un procès et grâce à l'argent gagné, il s'est inscrit aux Beaux-Arts de Vénilus. Ça veut bien dire qu'un État séculaire peut vous sauver du carcan tribal. Va chez les barbus. Il s'en trouvera toujours un pour dire que l'image vaut moins que les mots. Menteur, égaré toi-même, dessiner c'est voir des visages vivants et en rendre compte. L'idolâtrie, c'est Johnny Hallyday. Le rabbin disait ça quand j'avais 6 ans. Je n'osais pas lui demander si l'idolâtrie, c'était aussi Claude François. J'avais énormément chialé à la mort de Claude François, parce que je n'avais pas pleuré pour la mort de maman et parce que j'avais appris qu'elle était morte 2 ans après son décès, à savoir plus ou moins au moment où Claude François pouvait prouver à la France entière qu'il valait mieux laisser le bricolage à ceux qui s'y connaissent. Il fallait bien que mes larmes aillent quelque part. Donc, je les ai mises dans le monde de la représentation. Ma mère avait été une demoiselle âge tendre. Elle avait fait des photos avec Claude François. Claude François était mort. Et c'était finalement plus facile de verser des larmes en pensant à lui. On saisit que je ne parle de rien d'autre que de ce que se produit lorsqu'on dessine. Je dessine pour comprendre, pour tirer des conclusions et pour tout rendre supportable. Le dessin, ce n'est pas l'idolâtrie. Ça ne sert pas à mettre quelqu'un sur un piédestal. C'est pour comprendre comment on est fait. Il s'agit d'une science humaine. J'objective pour commencer. Je regarde la machine humaine, puis quelque chose vient s'y mettre qu'aucun mot ne peut dire. Par beau temps, j'appelle ça Dieu. Inutile de se figurer que cette science du dessin n'est pas en concurrence frontale avec toutes les Bibles. C'est un combat perdu. Le dessin, c'est mieux. Se civiliser, c'est refuser le tribalisme. Toute Bible prône en dernière analyse le retour à la tribu. Les aspirations universalistes du sacré ont leurs limites. Celles du dessin, non. Mais voilà, les religieux m'ont attrapé tout petit et je ne parviens pas à me soigner de cette idée que le dessin est sacrilège et qu'il peut entraîner un éloignement du réel. C'est péché chez Platon et c'est péché chez Moïse. Est-ce qu'on me punit lorsque je dessine quelqu'un ? C'est complètement con de m'imaginer que ma mère est morte parce que j'avais barbouillé une couverture. Mais ça n'est pas parce qu'une chose débile qu'on peut si facilement se la sortir de la tête. Je voudrais en revenir au fantasme que j'ai eu sur les présocratiques, une équipe de recherche intense et de possibles où l'on ne vous en voulait pas de choisir le dessin. Je sais bien qu'à l'époque, c'était plutôt les dessinateurs, enfin je veux dire les idolâtres, qui brûlaient les monothéistes. Donc, ça ne doit pas être non plus la solution. Je voudrais d'un monde où on me laisse dessiner ce que je veux et où personne ne brûle personne. Mais ainsi que je le disais à ma grand-mère au moment des accords de Camp David, cela n'arrivera pas. Alors, inutile d'interrompre Hong Kong Fou Fou pour ça.
C'est compliqué de faire le portrait des gens. Ils ne sont jamais contents. Je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à regarder le réel. Notre public est de plus en plus éveillé. On ne peut plus lui vendre un faux monde. Or, dans le monde, plus grand-chose n'est autorisé. Tu n'as pas le droit de faire le portrait d'une marque, même si cette marque envahit ta vie. Mickey Mouse occupe toute une ville française. Ce n'est pas juste une copyright immatérielle, c'est la cité de Marne-la-Vallée. Si tu vas là-bas, tu n'as pas le droit de prendre une photo de ce connard de Mickey, de la publier, parce que c'est copyright. Je n'ai pas le droit de dessiner Dieu ni ses prophètes. Je ne dois pas rire de la couleur de peau des gens, ni de leurs coutumes. Je ne dois pas rire des choix sexuels. Je ne dois surtout pas représenter le handicap, si c'est pour autre chose qu'une œuvre de bienfaisance. Il faut également que je fasse très attention à la manière dont je fais le portrait d'une femme, car on pourrait déceler du désir dans mon travail. Gaffe aussi au portrait d'homme, car sans faire exprès, je pourrais faire l'apologie des clichés machistes. Je ne fais pas le con, je sais de quoi on parle. Oui, il y a une éthique derrière chaque portrait, et bien entendu, ça parle et ça dit où en est notre temps face aux minorités et aux particularismes. Reste que dessiner ou écrire, la peur au ventre et le code civil à portée de main ne risquent pas d'améliorer le travail. C'était un beau titre, la carte et le territoire. Il tape souvent juste ou le bec, même s'il m'agace. Notre problème, c'est ça, offrir un portrait ressemblant du réel sans autocensure ni filtre idéologique. Car si on regarde ailleurs que dans le vrai monde, on ne fait pas notre travail, si on ne montre pas le monde tel qu'on le perçoit, le public ne pourra pas jouer avec, il sera dans du rêve, il restera dans l'exercice comique à la con tous les matins sur France Inter, durant lequel un rigolo t'explique comme Rousseau qui sont les méchants et les gentils. Tu seras plein de mots mais dépourvu de vision. On ne peut plus s'autoriser l'erreur, l'outrance, ni la blessure. Si je dessine une femme trop grosse, si on voit ses fesses, si je la fais trop orientale, si je montre ses seins, si on sent que je l'aime, si on s'aperçoit que je me prends pour elle, c'est dégueulasse. La machine à hacher la viande qui consiste à ramasser un romancier ou un dessinateur et à la passer à la question. Qu'aviez-vous en tête, citoyen ? Il faut s'autoriser l'erreur et l'outrance et la blessure. Parce que partir en exploration, en définissant a priori ce qu'on souhaite découvrir, c'est l'inverse de la création. La bigoterie prend de nouvelles formes à chaque génération. Elle consiste à reprocher à un artiste de faire simplement le portrait de ce qu'il a vu. Sur le nu, mettez une pantoufle et vous le rendrez regardable pour le XIVe siècle bourgeois, tout en l'éloignant de sa fonction première, la géométrie du monde. Notre époque fait la même chose à l'aide de nouveaux outils. Personne n'avait le sentiment d'être ridicule en ce temps où l'on mettait des pantoufles au nu. Aujourd'hui, c'est pareil. Avec la plus grande orthodoxie politique, on s'est interdit de montrer, de voir, de rire, de décrire. Il faut que ça colle. Relire un roman aujourd'hui, c'est passer chaque ligne au stabilo jaune parce qu'une petite voix te dit « Non, si tu écris ça, tu auras des problèmes. » Je vais retourner dessiner. Personne ne parle bien du dessin. Les bandes dessinées n'ont jamais eu autant de succès et personne ne veut dire de quoi il est question. Hugo Pratt en parlait d'une manière inspirante. Il prétendait ne pas se préoccuper de la postérité liée à son nom ou ses personnages. Je ne crois pas. Il était autant Castafiore que les autres artistes, mais son constat me semble superbe. Il existe une chaîne vivante et ininterrompue depuis l'origine du dessin. C'est parmi les dessinateurs qu'un dessinateur doit se chercher des parents.
L'an dernier, on m'a téléphoné pour que je travaille sur la Renaissance de Corto Maltese. Je n'avais rien demandé. Puis, ils ont choisi d'autres dessinateurs. J'ai vu leur travail. Toute sa vie, Hugo Pratt a inscrit son dessin dans l'histoire, au sens noble et grave de l'histoire de l'art. Il savait qu'il reprenait le flambeau Hamilton Caniff ou Harry Kirby, les grands dessinateurs américains de l'âge d'or. Au début, il les copiait fidèlement pour faire voir qu'il avait compris de quel geste il héritait. Pratt jubilait en racontant. Pendant toute ma carrière, mes lecteurs m'ont répété qu'ils préféraient mes dessins qu'il y a 2 ans. Moebius disait la même chose. Je suis certain que Munoz pourrait faire le même constat. Il s'agit d'artistes qui marchent, c'est drôle. Les auteurs qui ont repris Corto Maltese ont calqué leur travail sur les albums les plus classiques de Pratt. On imagine que ça devient l'éditeur. On comprend que tout cela vient de la certitude que le lecteur veut du solide. On met de côté les 20 dernières années de l'œuvre de Pratt. Je sais, c'est l'inverse de la vie et tant pis. Ça a sonné un vrai réveil chez moi. Il faut que j'arrête de me chercher des pères. C'est bon. J'ai dit mon amour à Gainsbourg, à Brassens, à Saint-Ex, à Gary, à Japrissot et je n'ai toujours pas de père. Je ne rencontrerai jamais Pratt. C'est ainsi. Et enfin, je m'en aperçois. C'est tant mieux. Grandir, c'est ça. Ouvrir les derniers livres d'Hugo Pratt et ne pas se dire « Oh, comme il bâclait à la fin ». J'aime mieux les livres du début, ceux qui passaient dans Pif Gadget. Grandir, sans doute, pour un dessinateur, c'est s'asseoir face aux dernières cases dessinées par Hugo Pratt, avec sérieux, sans s'imaginer qu'il les a faites au hasard. Le dessin, c'est important. J'ai eu la chance de connaître Fred et Moebius jusqu'à leur mort. Je n'ai jamais croisé Pratt, et cette absence, étrangement, me nourrit davantage. Je n'ai pas besoin de père. Ils ne rêvaient pas d'un fils spirituel. Ils ont dessiné toute leur vie pour garder en marche l'histoire du dessin. Mon métier consiste à regarder leurs derniers travaux comme si c'était les miens. Descartes disait que les idées sont nôtres dès l'instant qu'on les comprend. Qu'est-ce qu'un dessin sinon la matérialisation d'une idée du monde ? Il ne faut plus se voir comme un fils ni comme un père. On doit se mettre face au dessin et se demander avec envie et candeur que peut-on faire ensuite ? J'ai eu de la chance de trouver le dessin, car c'est le seul domaine de mon existence sur lequel mon père n'a jamais eu ni mon expérience, ni opinion. Il ne s'est jamais opposé. Il a encouragé quand il le fallait, car il voyait que cela me rendait heureux, mais il n'y connaissait rien. Lorsque j'étais petit enfant, je demandais à mon père de me faire des dessins. Il refusait. Il prétendait ne pas savoir. Alors j'insistais, et il finissait par gribouiller un chat ou une souris, tellement loupé que j'étais certain qu'il se foutait de ma gueule. Je me rappelle que j'en pleurais de rage et que je filais bouder dans ma chambre. Je dois beaucoup à mon père, mais le plus grand cadeau qu'il m'a fait a consisté à ne pas savoir dessiner. Merci papa d'avoir laissé un espace vierge dans lequel aujourd'hui encore je m'efforce de grandir. Ma singularité est née à la montagne, au décès de ma mère. Je ne crois pas que j'aurais dessiné si ma mère avait vécu. Je n'aurais certainement pas consacré ma vie à raconter des histoires non plus. J'ai beaucoup aimé être orphelin. Cela m'a mis très tôt face au monde. Au moment où les autres connards attendaient encore que Dieu leur serve de petite roue de vélo, je tenais debout correctement comme un adulte bizarre de 3 ans et demi. À l'inverse, la mort du père me rend banal. Enfin,
Sans doute je vais être compris puisque le présent ouvrage a raconté la bagarre la plus ordinaire qui soit, survivre à son géniteur et s'apercevoir parfois avec horreur qu'on lui ressemble. Ma mère est morte à la montagne, c'est plus joli. Je dois m'efforcer de rester davantage orphelin de mère que sans père. Je crois qu'à de nombreuses reprises, j'ai fait de mon mieux pour mourir à la montagne, à Oron, dans ce village bétonné d'où ma mère est partie. Jérusalem n'est nulle part citée dans le Coran. Elle est à chaque page de la Torah. Mais on a raconté aux musulmans que Mahomet avait décollé depuis là-bas. Alors cette ville leur plaît. Moi, c'est la montagne que j'aime ailleurs. Mon père était promoteur. Il avait fait construire 5 immenses barres d'immeubles qui défigurent l'entrée du village. On y retournait sans cesse après la mort de ma mère. Il y amenait ses maîtresses successives, puis la maman de ma petite sœur, puis d'autres femmes. Aujourd'hui, ma sœur y va. Quelle merde cette montagne. Il faut se lever tôt et mettre des collants et s'émitoufler. Il faut manger des plats en conserve, cachère. C'est dégueulasse. Si Hitler avait bouffé cachère, il aurait eu une excellente raison de souhaiter un génocide. Le nombre d'heures de ski qu'on pratique dans une journée avait une importance essentielle aux yeux de mon père. C'était aussi casse-couille que d'aller à l'école, le froid en plus. On me collait un brassard sur l'épaule avec ma photo de con et des casques, lunettes, moufles. Bizarrement, j'ai été bon. Je me trouve à 44 ans, à toujours répéter « J'ai la flèche d'argent ». Je crois surtout que je m'en foutais complètement de mourir. On est mauvais à ski lorsqu'on a peur de finir dans le ravin. Je faisais l'hélicoptère et la bite au cirage et le double jack flash en m'accrochant au remonte-pente. Quand j'étais tout petit, mes cousins me mettaient sur leur dos et ma maman s'habillait en petite fille russe avec des moon boots et une chapka. Elle était championne de patinage sur glace. Je me rappelle qu'elle tournait sur elle-même. Je me souviens aussi qu'elle m'asseyait sur une luge en bois et qu'on se promenait comme ça. Un jour, on m'a dit « Attention à la flaque !» Tout le monde m'a prévenu et je me suis tout de même étalée dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi on raconte aux autres enfants un tas de prouesses de leur âge. Moi, on m'a toujours raconté « Joanne, attention à la flaque !» Je suis le con qui tombe dans la flaque. Mon grand-père Arthur, lui, aimait une autre histoire. Il me disait qu'alors, je n'avais même pas 1 an. Mon père me mettait des chaussettes et que je le regardais fixement dans les yeux et qu'avec la plus grande gravité, je les retirais. À l'infini, l'air de dire « Hé, c'est qui le patron ?» Puisqu'on a le choix entre le con et l'emmerdeur, j'aime mieux la seconde option. Lorsque j'avais 15 ans, avec un ami, nous sommes partis hors piste. On s'est trouvé dans un endroit qu'on ne maîtrisait pas bien. La neige était mince, sur de l'herbe. En plus, on avançait, plus c'était pentu. On a fini à flanc de montagne, sans pouvoir ni reculer, ni rien. On a glissé. On était à 3 mètres l'un de l'autre, sur le ventre, et du froid partout. La nuit est tombée. Centimètre par centimètre, on s'en est tiré comme des colportes, en marchant à 4 pattes, avec quelques dégringolades, mais aucune mort. Mon ami a réussi à sauver ses skis, moi pas. Ensuite, nous avons dû redescendre à pied jusque tout en bas des pistes, puis escalader depuis le fond du vallon où nous avait amené notre expédition. Il n'y avait aucun éclairage, même la lune n'était pas là. Nous sommes arrivés à la station de ski à 21h. Nous ignorons que l'administration avait déclenché le plan Orsec pour nous retrouver. J'étais presque fière de savoir que les hélicoptères tournaient partout pour nous trouver. Lorsque je dis que mon père
n'a jamais levé la main sur moi. Ce soir-là, il y a eu une exception. Quand il m'a vu arriver, il était fou d'inquiétude au milieu du village avec ses copains flics. Il a marché vers moi et il m'a mis le plus gros coup de poing dans la gueule que je n'ai jamais mangé. Ça m'a plu et il m'a dit « je t'aime ». Il m'a serré très fort contre lui. Il faut ce genre de mémoire violente pour faire oublier l'état où était mon papa en mourant. Il faut se rappeler qu'ensuite, il a dû rester un peu avec les flics et les montagnards pour leur payer un coup. Je pense à la neige ou à la guerre des étoiles. Où vous étiez pendant le 11 septembre? Où vous étiez pendant les attentats de Charlie? Où vous étiez quand vous avez vu la guerre des étoiles pour la première fois? Moi, à Oron, dans cette station de sport d'hiver, j'avais 6 ou 7 ans. Je m'en souviens très bien, car c'était une seule des fois où on m'a laissé faire une chose absolument tout seul, sans « Johan, attention à la flaque ». J'ai payé mon billet. Je l'ai gardé serré en main toute la séance, au cas où le contrôleur passerait. Il n'y a jamais eu de contrôleur, mais on garde tout de même son billet. J'avais un peu d'argent et je me suis acheté une glace fraise citron. Je ne m'en suis pas mise partout. Je me rappelle la fin du film, lorsque le petit vaisseau noir de Dark Vador part en tournoyant. J'ignore si ces images ont été conservées dans les versions restaurées de la trilogie, car elles faisaient sans doute un peu trop cheap. Mais en gros, au moment où explose l'étoile de la mort, le père parvient à s'en sortir avec son armure noire de samouraï, comme chez Melville. Il est comme un con, dans un tout petit vaisseau individuel. Le vaisseau prend une esquille d'étoiles et se met à tourbillonner. Les dernières images qu'on voit du Dark Phaser, c'est son masque inexpressif qui tourne à 360 degrés, puis son vaisseau qui part en couille dans les étoiles sans exploser. Je n'ai jamais vu un spectacle semblable. Je suis sortie du cinéma de la montagne et il faisait complètement nuit. Il y avait des réverbères sur la route qui diffusaient une lumière orange. Il neigeait. Je levais le nez comme un couillon et des flocons me tombaient dans le cou, dans les trous de nez. J'en mangeais comme un ourson affamé d'étoiles.